Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, je vous fais une petite vidéo. Ce sera assez rapide, juste pour terminer la partie qu'on avait faite sur Snowden et juste entamer le grand 3 du cours. Et on prendra la suite jeudi. Donc, à la suite de l'activité qu'on avait faite à partir des extraits de films sur Snowden, on va simplement noter un petit peu une synthèse de ce qu'il faut vraiment retenir, qui fait le bilan un peu de tout ce qu'on a dit. Et donc, vous avez pas mal de détails dans les réponses aux questions. Donc, ce qu'il faut noter pour synthétiser, c'est ce qui s'est passé. Donc, en juin 2013, Edward Snowden communique à des journalistes des documents secrets de la NSA. Ça, c'est vraiment le fait de base. Et donc ces documents révèlent qu'il existe une surveillance de masse exercée sur les réseaux sociaux, les mails, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les faits. Ce qui se passe ensuite, c'est que, comme d'autres lanceurs d'alerte, il se retrouve dans une position qui est compliquée, puisque d'un côté, il a révélé des informations pour protéger la société, et en même temps, il a violé la loi. Et donc, il est visé par une procédure judiciaire aux États-Unis. Et actuellement, il s'est réfugié en Russie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir du cas de Snowden. Et maintenant, on va élargir un petit peu. Donc là, vous vous souvenez, on avait noté cette définition de lanceur d'alerte avant, hein, c'est-à-dire que ça concerne d'autres gens, d'autres personnes, d'autres groupes qui ont aussi révélé un petit peu des scandales. Dans tous les cas, leur statut à ces lanceurs d'alerte, il reste très précaire. Puisque, en fait, ce qu'il faut bien noter et retenir, c'est que la loi ne les protège pas si jamais leurs informations concernent la défense nationale, le secret médical ou les entreprises même de manière générale. Donc très vite, ils se retrouvent dans une situation illégale. Alors, simplement pour élargir un petit peu, il y a d'autres exemples hein, de lanceurs d'alerte. On a par exemple eu l'affaire des Panama Papers sur des fraudes fiscales. On a eu l'affaire de LuxLeaks sur des accords fiscaux au Luxembourg. Il y a eu l'affaire des Wikileaks. C'est le site qui a été fondé par Julian Assange, etc. Donc c'est pas un cas isolé. Hein, le cas de Snowden n'est pas un cas isolé. Pour terminer, il faut quand même noter qu'il y a plusieurs pays qui ont voté des lois pour protéger ces lanceurs d'alerte. En France, on a une loi en 2016 et l'Union européenne a passé une loi en 2019. Par exemple, voilà, on peut rester à cet exemple, mais il faut quand même noter que ce statut reste quand même très précaire, puisque comme on l'a dit juste avant, bah, ça reste limité dès qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Ça ne suffit pas à protéger ces lanceurs d'alerte. Voilà pour terminer sur le cas des lanceurs d'alerte. Et on va maintenant attaquer la troisième partie de ce chapitre sur les dérives de l'information sur Internet. C'est là qu'on va parler un peu de fake news, de théorie du complot, etc. Donc, troisième partie avec une première sous-partie sur une rapide approche historique pour voir comment on est passé des rumeurs aux fake news. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que les fausses informations, ça existe bien avant qu'Internet existe. Ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, des fausses informations, au Moyen Âge par exemple, ou dans l'Antiquité même déjà, on appelle ça une rumeur, tout simplement. Et ce qui est intéressant ce que vous pouvez noter, c'est qu'en fait la rumeur, c'était quelque chose qui a été assez étudié par les historiens. On peut partir pour comprendre un petit peu en fait comment les rumeurs et les fake news, les rumeurs vraiment même antiques et les fake news d'aujourd'hui ont beaucoup de points communs. On peut partir d'une fake news qui avait été pas mal diffusée en 2019, donc qui est un peu moins dans l'actualité aujourd'hui, mais il y avait eu une histoire comme quoi la communauté Rome enlevait des enfants en région parisienne, qui avait été pas mal relayée sur les réseaux sociaux. Et comme vous le voyez, la préfecture de police, c'est la diapo que j'ai mis là, la préfecture de police avait été obligée de faire un communiqué pour dire que c'était en fait une fausse information et qu'il fallait arrêter de la relayer. Or, ce genre de rumeur est en fait très très ancienne. Je vous mets dans la description de la vidéo, et là il va y avoir un lien
pour aller regarder une vidéo qui parle un petit peu de ces rumeurs et de comment elles fonctionnent. Donc vous pouvez aller voir ça et puis revenir sur la vidéo, sur cette vidéo ensuite. Donc ce que vous avez vu en regardant la vidéo, c'est que les rumeurs de ce type remontent en fait à l'Antiquité. On a une première occurrence chez Socrate le scolastique au 5e siècle après Jésus-Christ, qui rapporte que des juifs ivres auraient tué un enfant chrétien après l'avoir enlevé. Donc ça, vous pouvez le noter, c'est un exemple assez intéressant de à quel point ce genre de rumeur date en fait. Et ensuite, ce qu'on vous explique bien, c'est que ce genre de rumeur se retrouve au Moyen Âge, tout au long du Moyen Âge, avec des petites variations. Mais un des points communs, et c'est qu'on va toujours accuser une minorité. Ça peut être les juifs, ça peut être comme plus tard les ordres mendiants. En 1390, les ordres mendiants sont accusés d'avoir créé l'épidémie de choléra, etc. En fait, pourquoi est-ce qu'on accuse des minorités? Et ça terminera cette sous-partie, c'est que c'est utile de trouver des coupables quand on a un phénomène qu'on ne comprend pas et qui fait peur. Et d'ailleurs, ça permet ensuite de les punir éventuellement. Là, ce qu'on vous dit dans la vidéo, c'est que ça, la conséquence à la fin, c'est qu'il y a des gens qui étaient exécutés en fait parce qu'ils étaient accusés d'avoir répandu une maladie ou ce genre de choses ou d'avoir enlevé des gens, etc. Voilà, ça s'arrêtera là et je rappellerai juste qu'on a vécu quelque chose d'assez similaire dans le cas du Covid puisque il y a eu vraiment une montée du racisme envers les personnes asiatiques suite à l'épidémie, ce qui est complètement absurde, hein. Ces gens qui étaient, par exemple en France, c'est des gens qui étaient installés en France, qui étaient français et qui se sont retrouvés victimes de racisme alors qu'ils n'avaient absolument rien fait en fait. Donc il y a toujours dans un contexte de peur, face à un phénomène qui fait peur, qui en plus qu'on comprend pas très bien, de viser un peu des minorités, etc. Voilà pour cette vidéo. Vous prenez ça en note pour jeudi et on poursuivra jeudi sur ces questions un peu de fake news, théorie du complot sur Internet.